Il existe un modèle d'abri qui vous garde au chaud par des températures mortelles. Pas avec de l'électronique, pas avec du propane, pas avec un sac de couchage à 300 $, mais avec une feuille de plastique, une couverture réfléchissante et un petit feu. Il fait monter la température à l'intérieur de plus de 40 degrés Celsius, 22 degrés. Dans des conditions où les engelures surviennent en 10 minutes, des gens ont dormi toute la nuit dans un confort total. Les explorateurs de l'Arctique l'ont utilisé, les écoles de survie militaire l'enseignent, et les peuples autochtones l'ont perfectionné au fil de milliers d'années. Il pèse moins de 1 kg et tient dans n'importe quelle poche de sac à dos. Il coûte moins de 15 $ à construire avec des matériaux provenant de n'importe quel magasin de bricolage. Et il surpasse les sacs de couchage, les tentes isolées et les équipements chauffants qui coûtent 20 fois plus cher. Alors pourquoi presque personne n'en a entendu parler? Parce que l'industrie de l'équipement de plein air génère 90 milliards de dollars par an en vous vendant la solution pour camper par temps froid. Sacs de couchage, vestes isolantes, couvertures chauffantes, radiateurs portatifs, tente 4 saisons et un cycle sans fin d'amélioration annuelle. Un abri qui résout le froid par la physique et le feu ne peut pas être emballé, marqué ou placé sur une étagère de magasin avec un code barre. Et ce qui ne peut être vendu ne peut être commercialisé. Et ce qui ne peut être commercialisé cesse lentement d'exister dans l'esprit du public jusqu'à ce que plus personne ne se souvienne qu'il a un jour existé. Ils n'ont pas banni cet abri des terrains de camping ou des parcs nationaux. Ils ont fait quelque chose de bien pire. Ils vous ont fait oublier qu'il avait jamais existé. C'est l'histoire du super-abri, le système de survie par temps froid que l'industrie du plein air prie pour que vous n'appreniez jamais à construire. Avant d'ouvrir cette archive, si ces histoires condamnent pour vous, la cloche et le bouton d'abonnement sont le meilleur moyen de préserver ce savoir. Partagez-le avec quelqu'un qui a besoin de se souvenir de ce qu'ils nous ont fait oublier. Maintenant, revenons là où cette histoire commence. Saskatchewan, Canada, 1940. Un garçon nommé Morse Kochanski naît de parents immigrés polonais dans une ferme isolée au cœur de la prairie canadienne. Un endroit sans électricité, sans eau courante, où la ville la plus proche nécessite un trajet de 2 heures en chariot tiré par des chevaux à travers la nature sauvage. Les températures hivernales dans cette ferme isolée descendent régulièrement sous les 40 degrés, le point exact où Fahrenheit et Celsius convergent dans un même chiffre terrifiant. Ce garçon marche 11 kilomètres pour aller à l'école chaque jour sur une route de brousse en terre qui coupe le cœur de la forêt boréale, croisant des loups tapis dans l'ombre des arbres, des ours traversant les berges gelées des rivières, à travers des congères de neige qui lui arrivent à la taille et parfois à la poitrine. Son père, charpentier et vétéran polonais de la Première Guerre mondiale, lui enseigne ce qu'aucun programme scolaire ne couvre. Comment rester en vie quand le froid essaie de vous tuer? Pas avec du matériel coûteux, mais avec de l'écorce de bouleau, des branches d'épinette, du bois mort et un feu allumé sur un sol gelé. Mort grandit en observant les peuples autochtones du Nord canadien, les Cris, les Dénés, les Inuits, des peuples qui avaient prospéré durant ces hivers brutaux pendant des milliers d'années avant qu'aucun explorateur européen ne pose le pied sur le continent. Ils n'avaient pas de Gore-Tex, ils n'avaient pas d'isolant synthétique classé selon des seuils de température spécifiques. Ils n'avaient pas de gilet chauffant à batterie au lithium, vendu 250 $ dans les magasins spécialisés. Ils possédaient une compréhension de la chaleur, de la réflexion, du vent, de l'humidité et de la géométrie des abris que l'ingénierie thermique moderne et la science des matériaux commencent seulement à apprécier pleinement et à valider scientifiquement par des études contrôlées en laboratoire. Mort lit tout ce qu'il peut trouver sur la survie en milieu sauvage, issu de toutes les cultures et époques de l'histoire humaine. À 14 ans, il déménage à Prince Albert et vit pratiquement dans la bibliothèque municipale, devenant obsédé par un vieux manuel de scoutisme et le Ashley Book of Knots, économisant 15 $, une somme considérable pour un garçon de ferme en 1954, pour acheter son propre exemplaire. En 1960, il entre à l'université de la Saskatchewan pour étudier l'anthropologie, la psychologie et la géologie. Mais sa véritable éducation se déroule au fond des bois gelés. Il se résout à maîtriser la véritable survie en milieu sauvage. Pas celle enseignée dans des ateliers confortables, mais celle qui vous maintient en vie quand tout votre équipement fait défaut et que la température continue de chuter.
En 1972, Morse devient professeur agrégé à l'Université de l'Alberta, où il enseigne l'éducation de plein air pendant les 25 années suivantes. Mais il fait quelque chose qu'aucun autre professeur du pays n'ose tenter. Il s'enfonce seul dans la forêt boréale au cœur de l'hiver canadien, et y reste des semaines d'affilée, dormant sur des lits de branches d'épinettes dans la neige, jusqu'à la taille, testant des conceptions d'abri alors que les températures chutent à -30 et au-delà, mesurant la perte de chaleur de différentes configurations de feu se réfléchissant sur des parois rocheuses, des bandes de neige et des surfaces réfléchissantes improvisées. Et quelque part dans ces forêts sombres et gelées, après des années de froid, de tests, d'échecs et de peaufinage, il découvre quelque chose qui change tout ce que nous pensons savoir sur la façon de rester au chaud à l'extérieur. Le vrai problème du camping par temps froid n'est pas une mauvaise isolation, c'est le rayonnement. Restez avec moi, car la science derrière cela est aussi élégante qu'elle est dévastatrice pour l'industrie de l'équipement. Et cela changera votre façon de penser à chaque nuit froide que vous avez passée dehors. Voici ce que la plupart des gens, y compris les campeurs les plus expérimentés et même de nombreux instructeurs de survie, ne comprennent pas sur la façon dont le corps humain perd sa chaleur. Votre corps perd de la chaleur par 4 mécanismes distincts. La conduction par le sol qui tire la chaleur vers le bas, la convection par le vent et le mouvement de l'air qui vole la chaleur de votre peau, l'évaporation par la sueur et la respiration qui emporte l'énergie thermique, et le rayonnement, le tueur invisible et silencieux dont personne dans l'industrie de l'équipement ne parle. Votre sac de couchage emprisonne l'air immobile pour ralentir la perte de chaleur convective. Et votre matelas de sol bloque la perte par conduction vers le sol gelé sous vous. Mais le rayonnement, qui représente jusqu'à 50% de votre perte de chaleur totale par une nuit froide et claire, est totalement ignoré par presque tout ce qui se trouve dans votre kit d'équipement coûteux. Votre corps émet constamment de l'énergie infrarouge, comme un radiateur diffusant de la chaleur dans le vide du ciel nocturne. Et cette énergie invisible quitte simplement votre peau et s'évanouit vers le haut dans l'atmosphère, s'échappant littéralement dans le cosmos. Le ciel, lors d'une nuit d'hiver clair, fonctionne comme un immense puits de chaleur proche du zéro absolu, attirant sans relâche votre énergie infrarouge vers le haut, sans que rien dans votre tente ou votre sac de couchage ne soit conçu pour l'arrêter. Parce que ce n'est tout simplement pas ce que fait l'isolation. Aucun sac de couchage au monde, même un modèle à 800 $ rempli de duvet d'oie de source éthique à indice de gonflement de 900, ne peut arrêter la perte de chaleur rayonnante, car l'isolation traite la conduction et la convection, mais elle est totalement transparente au rayonnement infrarouge. L'industrie de l'équipement l'a toujours su, mais ils ne l'ont jamais mentionné une seule fois sur une étiquette de produit. Dans une campagne de marketing ou dans l'une des milliers de vidéos de tests de matériel qui remplissent vos recommandations YouTube chaque hiver. C'est la partie qui devrait rendre absolument furieux tout adepte du camping hivernal. Restez avec moi, car ce qui suit est la science qu'ils ont enterrée sous 90 milliards de dollars de chiffre d'affaires annuel. En 1964, la National Aeronautics and Space Administration, la NASA, a mis au point un matériau révolutionnaire pour résoudre ce problème précis de rayonnement dans le vide de l'espace, où les écarts de température entre le Soleil et l'ombre peuvent dépasser 500 degrés. Ils ont créé ce que nous appelons aujourd'hui la couverture en mylar, une fine feuille de film polyester recouverte d'aluminium vaporisé qui réfléchit jusqu'à 97% de toute la chaleur rayonnante. Et j'ai besoin que vous réfléchissiez à ce chiffre un instant, car il change toute l'équation de la survie par temps froid. 97%, ce qui signifie que presque toute l'énergie infrarouge invisible quittant votre corps est renvoyée directement vers vous au lieu de disparaître dans le ciel nocturne gelé au-dessus de votre tente. La NASA a utilisé ce film réfléchissant sur le module lunaire Apollo qui a transporté les astronautes à la surface de la Lune en 1969, sur la station spatiale Skylab lorsqu'elle était en surchauffe dangereuse en 1973, et sur pratiquement toutes les missions spatiales lancées depuis cette date. L'armée l'a adopté immédiatement, créant la couverture de survie renforcée, une version avec un envers vert olive que les médecins de combat emportaient dans chaque kit de terrain depuis le Vietnam, utilisée pour prévenir l'hypothermie chez les soldats blessés, perdant leur sang dans les zones de combat gelées du monde entier. Les marathoniens de toutes les grandes courses de la planète
s'enveloppent dans ces feuilles d'argent brillantes après avoir franchi la ligne d'arrivée pour éviter que leur température interne ne s'effondre après un effort extrême. Vous les avez vus à la télévision des centaines de fois sans jamais penser à ce qu'elle signifie là pour le camping. La technologie n'a jamais été classifiée, jamais restreinte, jamais un secret d'État. Elle aurait été publiée ouvertement, accessible à toute personne munie de 3 dollars dans n'importe quelle station-service ou magasin de camping. Et elle est d'une efficacité stupéfiante pour faire exactement ce pourquoi elle a été conçue. Et pourtant, l'industrie de l'équipement de plein air a passé des décennies à faire comme si la technologie des abris réfléchissants n'existait tout simplement pas en tant que composante principale du camping hivernal. Car voici la science qui rend tout leur modèle économique profondément inconfortable. Des recherches publiées dans la revue Wilderness and Environmental Medicine ont documenté que les abris réfléchissants réduisent considérablement la perte de chaleur rayonnante par rapport aux installations de camping conventionnelles dans de multiples conditions de terrain et zones climatiques contrôlées. Des instituts de recherche militaires aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni et en Scandinavie ont confirmé de manière indépendante que des abris réfléchissants correctement construits peuvent maintenir des températures internes survivables dans des conditions ambiantes qui seraient autrement mortelles pour un être humain non protégé en l'espace de 3 à 6 heures d'exposition. Des praticiens de terrain travaillant dans la tradition bushcraft de Koschinsky ont mesuré des écarts de température de 40 à 85 degrés, 22 à 47 degrés, à l'intérieur d'un super abri correctement construit par rapport à la température ambiante extérieure. Ce qui signifie que lorsqu'il fait 0 degrés à l'extérieur, il peut faire entre 40 et 85 degrés à l'intérieur de votre abri. Assez chaud pour dormir dans une légère polaire. Tout cela sans pile, sans cartouche de combustible, sans un seul équipement qui doit être rechargé sur une prise murale, remplacé toutes les 3 saisons ou racheté chaque année lorsque le fabricant sort le modèle mis à jour avec un nouveau nom d'isolation breveté. Maintenant, comparez cela à la solution standard de l'industrie pour le camping par temps froid qui remplit chaque magasin de plein air du sol au plafond. Une tente 4 saisons conçue pour le froid extrême coûte entre 500 dollars et 2000 dollars, selon la marque, la capacité et le nom de technologie de tissu propriétaire que le département marketing a inventé cette année. Un sac de couchage d'hiver classé pour 22 degrés, ni 29 degrés, coûte entre 300 dollars et 800 dollars et perd jusqu'à 30% de son efficacité isolante lorsqu'il absorbe l'humidité sur plusieurs nuits consécutives d'utilisation à l'intérieur d'une tente scellée. Un réchaud de camping portable coûte entre 100 dollars et 400 dollars et nécessite des cartouches de combustible qui doivent être achetées pour chaque voyage, transportées à l'aller comme au retour, ajoutant du poids et une dépense récurrente qui ne s'arrête jamais tant que vous continuez à camper. Un matelas de sol isolé pour les températures du sol hivernal coûte entre 100 dollars et 250 dollars et commence à perdre sa valeur de résistance thermique après 2 à 3 saisons de compression par le poids de votre corps. L'investissement total pour l'approche conventionnelle du camping d'hiver dépasse facilement les 1000 dollars et dépasse souvent les 2000 dollars, et plusieurs composants doivent être remplacés tous les 3 à 5 ans à mesure que l'isolation se dégrade, que les fermetures éclair lâchent, que les revêtements imperméables se détériorent et que la mousse se comprime de façon irréversible. La solution du super abri coûte moins de 30 dollars au total. Un rouleau de bâche en polyéthylène transparent coûte de 5 à 8 dollars dans n'importe quel magasin de bricolage. Une couverture de secours en mylar ou une bâche réfléchissante renforcée coûte de 3 à 15 dollars. Et la paracorde ainsi que le ruban adhésif coûtent ensemble environ 5 dollars pour une quantité supérieure à vos besoins. Moins de 30 dollars pour un système qui surpasse 2000 dollars d'équipement conventionnel et le savoir fondamental qui l'accompagne dure toute votre vie sans un seul achat de remplacement. Les chiffres sont accablants, mais seulement pour les entreprises qui ont besoin que vous continuiez à acheter des solutions à des problèmes que la physique a déjà résolus gratuitement il y a 10 000 ans. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous en savez déjà plus sur la physique de la survie par temps froid que 99% des campeurs qui dépensent des milliers en équipement chaque année sans jamais se demander si l'industrie leur vend la meilleure solution ou simplement la plus rentable. Abonnez-vous pour ne pas manquer la prochaine archive.
car ce que nous ouvrirons ensuite changera votre façon de penser à chaque nuit que vous passez dehors. Maintenant, voici où la comparaison devient encore pire pour les entreprises qui vous vendent l'amélioration annuelle contre le froid. Le super abri ne permet pas seulement d'économiser de l'argent, il fonctionne fondamentalement mieux que les systèmes conventionnels au fil du temps. Et la raison tient en un mot dévastateur: l'humidité. Une tente conventionnelle est un système fermé. Elle emprisonne votre chaleur corporelle, oui, mais elle emprisonne aussi chaque molécule d'humidité que votre corps produit pendant la nuit. Votre corps rejette entre 1 et 2 pintes de vapeur d'eau par nuit par la respiration et la transpiration. Et à l'intérieur d'une tente scellée, cette humidité n'a absolument nulle part où aller, si ce n'est dans votre équipement. Elle se condense sur les parois de la tente, s'égoutte sur votre sac de couchage et réduit l'efficacité de l'isolation à chaque heure qui passe. Dès la troisième nuit d'un voyage hivernal, votre sac de couchage peut perdre jusqu'à 30% de sa capacité d'isolation rien qu'à cause de l'humidité absorbée. Les sacs de couchage en duvet sont particulièrement vulnérables à cet effet. Le duvet mouillé s'agglutine, perd son gonflant, et un sac de couchage à 900 $ après 3 nuits consécutives de camping d'hiver peut être aussi performant qu'un modèle bon marché à 300 $ d'un grand magasin. Ce n'est pas un défaut de conception que les fabricants s'empressent de corriger. C'est une caractéristique du modèle commercial, car plus votre équipement se dégrade sur le terrain, plus vite vous le remplacez par la nouvelle version améliorée sur l'étagère du magasin. Le super abri élimine totalement ce problème d'humidité, car il s'agit d'un système ouvert. L'avant fait face au feu, l'air circule librement, et l'humidité de votre corps et de votre respiration s'échappe naturellement au lieu d'être emprisonnée contre votre isolant. Votre literie reste sèche, votre isolant conserve son gonflant, votre équipement fonctionne à pleine capacité nuit après nuit, sans dégradation et sans remplacement. Morse Kochanski comprenait ce principe fondamental mieux que quiconque à l'ère moderne. Et il l'exprimait avec une simplicité qui frisait la poésie. Ne combattez pas la nature, travaillez avec elle. Un feu ne produit pas seulement de la chaleur, il produit de l'énergie infrarouge rayonnante, de l'air chaud convectif et un puissant effet de séchage qui chasse l'humidité de tout ce qui se trouve à proximité. 3 avantages que le super abri capture simultanément. L'avant en plastique polyéthylène transparent permet à la chaleur rayonnante du feu d'entrer dans l'abri, fonctionnant exactement comme une fenêtre de serre qui est transparente au rayonnement infrarouge tout en bloquant le vent et en retenant l'air chaud à l'intérieur. Le fond en mylar réfléchissant renvoie cette énergie thermique entrante directement vers l'occupant, fonctionnant comme un miroir parabolique qui concentre la chaleur sur la zone de couchage par l'arrière. Le lit surélevé empêche la perte de chaleur par conduction vers le sol gelé, qui tire la chaleur de votre corps 4 fois plus vite que l'air froid. Un fait dévastateur que la plupart des campeurs apprennent à la dure lors de leur première nuit vraiment froide à l'extérieur. 3 mécanismes de conservation de la chaleur travaillant ensemble, dans un seul système intégré, dans un abri qui pèse moins d'1 kilo et tient dans une poche cargo de votre pantalon de randonnée. Kochanski a publié ses conclusions dans son livre phare, Bushcraft, en 1988, et c'est devenu un best-seller canadien qui n'a jamais cessé d'être réimprimé en près de 4 décennies. Il a inventé la phrase qui devrait être gravée à l'entrée de chaque camping du continent. Plus on en sait, moins on en porte. Cette seule phrase est une menace directe et existentielle pour une industrie entièrement bâtie sur le principe opposé. Moins on en sait, plus on achète. Pensez à la structure de l'économie moderne de l'équipement de plein air. Chaque produit est conçu pour résoudre un problème spécifique. Et chaque problème nécessite son propre achat séparé avec son propre cycle de remplacement. Vous avez besoin d'un sac de couchage classé pour une plage de température spécifique, mais aussi d'un drap de sac pour étendre cette plage, et d'un sac de compression pour le transporter, et d'un matelas pour l'isoler par-dessous, et d'un sursac de bivouac pour le protéger de la condensation créée par la tente. Vous avez besoin d'une tente 4 saisons, mais aussi de piquets à neige parce que les piquets ordinaires ne tiendront pas, et de haubans supplémentaires pour la stabilité face au vent, et d'un tapis de sol pour protéger le plancher des dommages causés par la glace, chacun vendu séparément avec sa propre marge. Vous avez besoin de couches thermiques, base, intermédiaire et couches extérieures, chacune d'une marque spécifique,
chacune avec un nom de technologie brevetée, chacune nécessitant un remplacement toutes les quelques saisons. Chacun de ces produits génère des revenus récurrents car ils s'usent tous. Ils nécessitent ou tous un remplacement périodique et ils sont tous mis à jour chaque année avec des améliorations marginales à des prix premium. Le marché des sacs de couchage, à lui seul, vaut près de 4 milliards de dollars par an dans le monde. L'ensemble de l'industrie de l'équipement de camping et de plein air approche les 96 milliards de dollars de chiffre d'affaires annuel mondial. Un chiffre qui ne peut tout simplement pas tolérer une alternative à 15 dollars faite de matériaux de bricolage et de 10 000 ans de connaissances gratuites. Vous ne pouvez pas breveter une couverture en mylar tendue sur des bâtons avec un feu brûlant devant. Vous ne pouvez pas déposer la marque de la physique de la réflexion infrarouge qui gouverne l'univers depuis le Big Bang. Et vous ne pouvez pas créer un modèle d'abonnement pour des principes de survie qui étaient accessibles à chaque être humain ayant jamais vécu. Toute la structure économique de l'industrie du plein air exige que vous croyiez que la survie dans des conditions froides dépend de l'achat de la bonne combinaison de produits de marque. Le super-abri dit le contraire. Il dit que la survie dépend de la compréhension de la bonne combinaison de principes physiques et les principes ne peuvent être emballés, marqués, majorés de 400% et vendus chez un détaillant de plein air pour 390 millions de dollars avec une garantie à vie. Alors qu'a fait l'industrie à ce sujet? Ils n'ont pas attaqué le super-abri directement, car cela attirerait l'attention sur lui et risquerait un retour de bâton viral qui exposerait tout leur modèle économique à l'examen du public. Au lieu de cela, ils ont fait quelque chose de plus élégant. Ils ont défini ce à quoi le camping est censé ressembler à travers des décennies de marketing incessant, à travers des campagnes d'influenceurs, des pages de magazines et une esthétique des réseaux sociaux qui assimilent le camping à la consommation plutôt qu'au savoir. Le camping est devenu une marque de style de vie. Et la monnaie de cette marque, ce sont les produits. Pas les compétences, pas la compréhension, pas la sagesse accumulée de 10 000 ans de survie humaine. Si vous regardez n'importe quel contenu de camping grand public en ligne, comptez combien de vidéos vous apprennent à construire quelque chose par rapport à combien vous apprennent à acheter quelque chose. Le ratio est accablant, et il n'est absolument pas accidentel. Et voici la partie passée sous silence que personne dans l'industrie ne veut aborder à voix haute. Les règlements des parcs dans de nombreuses zones limitent ou interdisent carrément les feux ouverts. Et ils vous diront que c'est entièrement pour la sécurité incendie, ce qui est légitime et d'une importance critique. Le risque de feu de forêt est réel et dévastateur, surtout dans les régions sèches et pendant les saisons de sécheresse. Mais l'effet secondaire est indéniable. Lorsque vous éliminez le feu de l'équation, la seule solution restante contre le froid est celle suspendue à un présentoir de magasin avec une étiquette de prix. Je dois être honnête avec vous ici. C'est véritablement nuancé. Les restrictions de feu existent pour des raisons légitimes qui protègent les forêts et les vies. Et le super-abri nécessite une gestion responsable du feu, un dégagement approprié et un jugement expérimenté. Mais le principe derrière le super-abri, la compréhension que la réflexion de la chaleur rayonnante et la géométrie appropriée de l'abri peuvent réduire considérablement ou remplacer entièrement des centaines de dollars d'équipements manufacturés, ce savoir est universellement applicable, même lorsque vous ne pouvez pas faire de feu. Une couverture en mylar positionnée derrière votre dos dans n'importe quel abri de type appentis réfléchit votre propre chaleur corporelle vers vous, ajoutant une chaleur mesurable sans une seule flamme. Un parevent en plastique transparent crée un effet de serre qui peut augmenter la température d'un petit espace d'abri de 10 à 15 degrés G, 5 à 8 degrés G, en utilisant uniquement le rayonnement solaire ou corporel emprisonné. Une isolation adéquate du sol à l'aide de matériaux naturels comme des feuilles, de l'herbe et des branches de conifères empêche la perte de chaleur par conduction qui vole silencieusement votre chaleur pendant que vous dormez et ne coûte littéralement rien si vous savez quoi ramasser. Ce sont les fondamentaux et ils ne coûtent presque rien à mettre en œuvre une fois que vous comprenez la physique. Maintenant, voici comment construire le super-abri complet. Et soyez attentifs, car c'est ce qu'ils ne mettent jamais dans un catalogue de matériel. Trouvez 2 arbres espacés d'environ 2,5 à 3 mètres ou plantez 2 poteaux solides dans le sol à cette distance. Ce seront les points d'ancrage de toute la structure de votre abri. Tendez une corde faîtière entre eux à environ la hauteur de la poitrine en utilisant de la paracorde ou toute corde solide disponible.
Cela crée l'épine dorsale de l'abri à laquelle tout le reste sera suspendu. Drapez une couverture en mylar ou une bâche réfléchissante sur la ligne faîtière du côté arrière de l'abri, en vous assurant absolument que la surface réfléchissante fait face vers l'intérieur, vers l'endroit où vous dormirez, et fixez fermement les bords inférieurs avec des pierres, des bûches ou des piquets pour que le vent ne puisse pas la soulever. Maintenant, étendez une feuille de plastique polyéthylène transparent sur le devant et le haut de l'abri, créant ainsi votre fenêtre de serre qui permet à la chaleur rayonnante du feu d'entrer tout en bloquant le vent et en retenant l'air chaud accumulé à l'intérieur de l'espace de l'abri. Construisez un lit surélevé à l'intérieur de l'abri. Et cette étape est absolument précise. Ne l'omettez jamais. Ne dormez jamais sur le sol nu par temps froid, car la terre conduit la chaleur loin de votre corps 4 fois plus vite que l'air environnant. Utilisez des bûches posées côte à côte comme plateforme. Recouvrez-les d'épaisses couches de branches de conifères, de feuilles mortes, d'herbes ou de fougères. Prévoyez au minimum 1500 cm d'isolation naturelle. 30 cm sont idéaux pour un froid intense. Et placez un matelas de sol par-dessus si vous en avez un. Maintenant, allumez votre feu à environ 1 mètre de l'ouverture avant de l'abri. Un feu de type Long Log Fire, longue bûche, fonctionne le mieux pour cette application. 2 grosses bûches posées parallèlement, avec le feu brûlant régulièrement entre elles, produisant une chaleur rayonnante soutenue qui se projette directement dans votre abri à travers la fenêtre en plastique transparent. Le millard derrière vous réfléchit cette chaleur et vous dormez maintenant à l'intérieur d'un miroir thermique. La chaleur vous frappant de face et rebondissant par l'arrière, créant une enveloppe thermique qu'aucune tente de magasin ne peut reproduire. Un adepte du bushcraft dans le nord de l'Ontario a documenté le maintien de températures intérieures de l'abri à 70 degrés, 21 degrés, alors que l'air extérieur était à 15 degrés au-dessous de zéro, 26 degrés. Un écart de température de 85 degrés, 47 degrés, obtenu avec des matériaux qui tiennent dans un sac à dos standard. La beauté de ce système s'étend au-delà de la simple chaleur. Il sèche activement votre équipement pendant que vous dormez. Des bottes mouillées placées près de l'ouverture du feu sèchent complètement pendant la nuit. Les vêtements humides suspendus à l'intérieur de l'abri sèchent grâce à la combinaison de la chaleur rayonnante et réfléchie. Et contrairement à une tente conventionnelle qui emprisonne l'humidité et aggrave tout, le super abri transforme l'ensemble de votre campement en un séchoir fonctionnel. Mor Kochanski a enseigné ce système pendant plus de 40 ans à des personnels militaires du Canada, des États-Unis, du Royaume-Uni et de Suède. Et il a formé des instructeurs de survie civile qui sont allés en former des milliers d'autres, créant une lignée silencieuse de savoir qui s'est propagée dans la communauté du bushcraft comme un secret chuchoté. Son élève, Cody London, a construit des super-abris dans ses cours de survie hivernale à l'Aboriginal Living Skills School en Arizona, prouvant que le concept fonctionnait bien au-delà de la forêt boréale canadienne. Mais la technique n'a jamais atteint le grand public. Elle n'est jamais devenue un hashtag tendance, n'a jamais été mise en avant dans un test de matériel, n'est jamais apparue dans une publicité de magazine de camping, car on ne peut pas faire de publicité pour quelque chose fait de bâtons et de bâches en plastique. Kochanski est décédé en 2019 à l'âge de 79 ans, et avec lui est parti un savoir de première main accumulé pendant des décennies, qui n'existe plus aujourd'hui que dans ses livres, chez ses élèves et dans les abris construits par des gens qui ont choisi la compréhension plutôt que l'achat. Voici ce que je veux que vous reteniez de cette archive. La solution contre le froid n'a jamais été un meilleur sac de couchage. Ce n'était jamais une tente plus chère. Ce n'était jamais un indice de gonflage plus élevé ou une technologie d'isolation propriétaire avec un nom déposé qui change chaque année. La solution contre le froid est la même depuis 10 000 ans. Le feu, la réflexion, la géométrie et la compréhension. Vos ancêtres le savaient. Chaque culture sur Terre, de l'Arctique aux Andes, de la Scandinavie à la Sibérie, a construit des abris basés sur ces mêmes principes physiques. Le peuple Sami du nord de la Scandinavie, les Evenkis de la taïga sibérienne, les cris du bouclier canadien, ils ont tous survécu à des hivers qui videraient un magasin de plein air moderne en un seul week-end, n'emportant presque rien et ne manquant de rien parce qu'ils comprenaient ce que Mor Kochanski a passé sa vie entière à enseigner au monde. Plus on en sait, moins on en porte. Nous n'avons pas perdu le super abri, nous l'avons simplement oublié.
Mais oublier n'est pas définitif et ce n'est pas permanent. La physique n'a pas changé. Le rayonnement infrarouge rebondit toujours sur l'aluminium avec une efficacité de 97%. Le plastique transparent laisse toujours passer la chaleur rayonnante, comme une fenêtre de serre. Le feu brûle toujours, la terre isole toujours, et le corps humain rayonne toujours une chaleur qui peut être capturée et redirigée avec 3 $ de matériaux réfléchissants. Le savoir dormait dans des manuels poussiéreux et des souvenirs qui s'effacent. Mais le savoir ne meurt pas. Les méthodes ne disparaissent pas. Elles attendent que quelqu'un s'en souvienne. Et maintenant, vous vous en souvenez. Si cette histoire a changé votre regard sur l'équipement, dans votre sac ou sur le froid de la nuit, abonnez-vous et aimez la vidéo. Nous mettons au jour la sagesse de survie que l'industrie a tenté d'enterrer. Équipez votre esprit, pas seulement votre sac à dos. La prochaine archive du savoir interdit s'ouvrira bientôt.